Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Ouais, ben, au final, le Canada pourrait être frappé par des tarifs de 50 % sur l'acier, sur l'aluminium. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué un responsable de la Maison-Blanche à CBC. Alors, les deux vagues seraient cumulatives. Ça change la donne. Il y aurait une première de 25 % au début mars si jamais Trump va de l'avant avec ses menaces envers le Canada et le Mexique. Bon, ça a été suspendu, il reste 22 jours. Et une seconde vague le 12 mars, en même temps que le reste du monde, ce qu'il a signé via décret cette semaine. François Racine est président directeur général d'Alu Québec. Bonjour, M. Racine. Bonjour. Ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez pris connaissance de cette menace-là, que c'était potentiellement, en tout cas, cumulatif comme tarif? Incroyable, j'en revenais pas. Écoutez, déjà, la notion même de tarif fait aucun sens et tout le monde le dit. Je dirais du côté du monde des deux côtés de la frontière, on a plusieurs partenaires du côté américain, l'Association de l'aluminium américaine, mais on le voit, les grandes chambres de commerce, tous les grands mouvements représentant le monde des affaires sont totalement opposés à cette mesure-là, qui va être extrêmement inflationniste. Ce qui est paradoxal avec un président qui s'est fait élire en disant combattre l'inflation. Donc, c'est clair que ça pourrait être extrêmement dommageable et je dirais la dernière annonce, le dernier décret de 25 % qui frapperait en fait les entrées d'aluminium et d'acier de l'ensemble de la planète. C'est un peu le même film qu'on a vu en 2018 sous la raison là, de la sécurité nationale. Et en fait, ce que ça fait tout simplement, c'est augmenter le prix de l'aluminium en Amérique du Nord, c'est pas du Américain aussi. Mais le Canada, par rapport au reste ou des Américains, ben on reste relativement dans la même position. C'est juste cher en Amérique du Nord. Ce qui est, et cette tarification-là en 2018, ben, au bout d'un an, nous avons été exemptés. Le Canada a été exempté de cette tarification-là. Mais elle est toujours en place, le 10 % est toujours en place pour plusieurs pays qui exportent vers les États-Unis. Ouais. Ce qui est plus dommageable pour nous, à mes yeux, c'est le deuxième décret, ou le premier décret, pardon, là où on parlait de viser spécifiquement le Canada et le Mexique. Et là, c'est les entreprises québécoises, entre autres, qui exportent aux États-Unis, qui devenaient désavantagées. Et on a des membres qui ont déjà vu leurs clients américains cesser de passer des commandes en disant, écoute, je peux pas acheter chez toi tant que je ne saurais pas si j'ai à payer une surprime de 25 % que je ne peux prendre et refiler à mes propres clients. Donc déjà, ça crée de l'incertitude. Décrivez-nous concrètement aussi d'autres exemples là, chez nous, pour les entreprises, pour les employés, mais aussi de l'autre côté de la frontière pour les Américains qui, ultimement, vont devoir payer certains produits qu'ils aiment acheter, des produits de leur quotidien, beaucoup plus chers. Ben, en fait, comme je disais, c'est ça, c'est que l'impact, c'est d'augmenter le coût de la matière première. Et c'est une matière première dont les Américains ont besoin. Ils produisent moins de 20 % de leurs besoins en aluminium, par exemple. Donc, ils doivent acheter sur les marchés externes. C'est ça qui est incompréhensible dans la mesure, c'est se tirer dans le pied littéralement. Donc, en augmentant le coût, évidemment, de leurs matières premières, c'est sûr que le coût des produits qu'ils fabriquent va augmenter. Et je dirais le même effet va se produire au Canada parce que nos mécanismes de prix là, sont liés. Un des dangers, et pour le deuxième décret, celui qui vise spécifiquement le Canada et le Mexique, pour les entreprises ici, ben, c'est de perdre leur marché américain. En tout cas, certainement, là, avoir un différentiel de 25 % que, à moins d'être unique dans les produits qu'ils fabriquent, ben, il y a des substituts américains là, qui vont être disponibles. L'autre risque qui est encore plus grand, je pense, si jamais c'est quelque chose qui perdure, c'est que comme les producteurs nord-américains, les manufacturiers nord-américains vont être plus chers, ben ça ouvre la porte à des importations de produits finis, d'aluminium par exemple, qui pourraient provenir de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Donc finalement, parce que c'est seulement la matière première essentiellement qui serait tarifée là, avec le 25 % sur l'aluminium, et les autres pays ne sont pas visés pour l'ensemble de leurs produits. Donc, je vais donner un exemple banal, un lampadaire d'aluminium ben, qui serait fait en Chine, ou qui serait fait en Europe ou en Turquie, par exemple, mais pourrait rentrer aux États-Unis à un prix beaucoup moindre que celui du Canada, puisqu'il n'y aurait pas le 25 % qui vise Canada et Mexique. Et le prix de l'aluminium, ben, dans ces régions-là du monde est au moins 25 % inférieur parce qu'il n'y a pas cette surtaxe-là.
C'est ça, alors on devient Donc, plus on ouvre la porte à des concurrentiel. importations. Ben oui, on Ben, devient plus exactement. concurrentiel automatiquement. François Racine, expliquez-nous aussi la réalité des plus petites entreprises, là. Parce qu'il y a les gros joueurs de l'aluminium qui se disent, bon, on a les reins solides, on va peut-être pouvoir se réorienter. Est-ce que dans votre esprit, ce sont vraiment les PME là, qui vont vraiment subir ce coup-là? Est-ce que ça pourrait menacer leur survie? Est-ce qu'il y a des travailleurs qui risquent de perdre leur emploi? Potentiellement, si les mesures demeurent en place telles qu'on les connaît aujourd'hui, certainement, je dirais que vous avez raison, les grands joueurs, les grands producteurs sont capables de prendre soin d'eux-mêmes et le marché de l'aluminium mondial est balancé. Donc, si on ne le vend pas aux États-Unis, on va le vendre ailleurs. Pas nécessairement avec les mêmes marges, donc c'est moins intéressant, mais on va continuer de produire et de vendre. Pour les petites entreprises, ben on le sait, les États-Unis représentent notre principal marché d'exportation. Dans certains cas, c'est un marché, c'est même la majorité de leurs ventes. On a certains transformateurs qui vendent aux États-Unis la majorité de leur production. Donc, c'est clair que ces entreprises-là sont à risque de perdre leur vente américaine, surtout que dans la plupart des cas, il y a des substituts américains. Donc, euh, perte de volume, donc certainement réduction des effectifs. Bon, on parle de mesures, puis on a eu des échanges avec différents paliers de gouvernement, autant fédéral que provincial, et même avec au niveau de la CMM. On parle de mesures, diversification des marchés, amélioration de la productivité pour réduire les coûts, mais c'est des moyens très, très long terme. Au niveau des grappes industrielles, on a signé une lettre ouverte la semaine dernière, puis dans nos échanges, on le mentionne également. On demande à nos décideurs publics de prioriser, mais avec fermeté, pas simplement des paroles comme ça, mais avec fermeté, prioriser les achats locaux pour au moins en partie compenser ces pertes d'exportation-là. On a de nombreux exemples d'occasions où on pourrait acheter localement, puis on ne le fait pas toujours. Et l'ensemble des grappes industrielles, là, je parle aéronautique, je parle électrification des transports et tout, ben, on a tendu la main en leur disant, écoutez, on est prêt à mettre ou participer à un comité de travail pour vous aider à identifier les opportunités. On est très près de nos membres et au moins, ben, on se dit, commençons par s'entraider nous-mêmes en achetant localement au lieu d'acheter au bout du monde. Pendant ce temps-là, il y a le premier ministre François Legault qui est en mission à Washington. Quelles sont vos attentes? Avez-vous espoir qu'il y a quelque chose de positif qui va ressortir de ça? Je sais pas si ça va ressortir à court terme. Je pense que c'est important d'être là, de maintenir nos relations. Euh, Honnêtement, je pense pas que c'est nos politiciens qui vont faire changer d'idée M. Trump. Mais par contre, en entretenant la relation avec les Américains, les leaders américains du monde des affaires, c'est eux qui vont faire changer d'idée M. Trump. Donc, il faut garder le dialogue avec ces leaders-là qui sont essentiellement là, les meilleurs messagers pour convaincre M. Trump. On l'a vu lorsque les marchés boursiers ont commencé à réagir négativement au lendemain de l'annonce des droits tarifaires sur le Canada et le Mexique. Bien, je pense que c'est ce qui va arriver. Il y a une réaction des marchés, il y a une réaction des leaders d'influence, et c'est vraiment eux là, qui vont changer la donne. C'est important de garder la communication avec ces gens-là. François Racine, vous êtes président directeur général d'Alu Québec. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.